Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui on s'intéresse donc à la Copa América qui démarre cette nuit, avec un petit Brésil-Bolivie à 2h30 du matin si vous êtes particulièrement nocturne, et qui va en tout cas nous offrir quelques très belles affiches. Alors quels seront les prétendants? Qui sont les figurants? Et va-t-on vivre un très grand moment d'histoire? Alors avant tout, et comme pour chaque Copa América depuis 1993, les 10 sélections de la CONMEBOL sont rejointes par 2 nations invitées. Historiquement, on a déjà vu le Costa Rica prendre part au débat, comme le Honduras, la Jamaïque, Haïti, le Panama, les États-Unis et le Mexique, qui a atteint 2 fois la finale en 93 et 2001, mais cette année, les 2 invités sont encore plus exotiques. Le Japon, qui compte déjà une participation en 1999, et le Qatar, champion d'Asie en titre, et sélection en pleine mutation. Alors justement, pour dire quelques mots sur le Qatar, déjà on peut noter que s'ils réussissent le très improbable exploit de soulever in fine de la Copa, ils seraient le premier pays de l'histoire à être champion de 2 continents en même temps. Puisqu'en janvier dernier, ils ont surpris tous les observateurs en remportant la Coupe d'Asie. Je vais consacrer une vidéo spécifique à la transformation du foot qatari très vite, parce que c'est passionnant et que ça dit beaucoup de choses de notre époque, mais pour l'instant on peut mentionner le fait qu'ils ont un sélectionneur catalan, Félix Sánchez Bas, qui est passé de la Masia à l'Aspire Academy, et puis a pris en main toutes les équipes du Qatar, avant de s'installer à la tête des A. On peut aussi dire qu'ils sont également invités à la Copa América l'été prochain. Voilà, si vous ne saviez pas, la Confédération sud-américaine veut rebasculer sur un cycle d'années paires alignées sur l'euro, donc après 2020, 2024, 2028, etc. En 2020, donc, on aura à nouveau le Qatar parmi les sélections invitées, et l'Australie, pour la toute première fois. Pour parler brièvement du Japon, ensuite, on a là un pays qui peut compter sur des bases solides. Shinji Okazaki de Leicester, Gaku Shibasaki de Getafe, un joli parcours en Coupe du Monde l'été dernier puisque cruellement éliminé par la Belgique en 8ème, mais aujourd'hui, la fédération cherche à lancer un tout nouveau cycle. Et si vous me croyez pas, jetez un coup d'œil à l'effectif nommé pour la Copa, car des 23 joueurs convoqués, 17 n'ont pas la moindre sélection en équipe nationale, une rareté. 17 joueurs à 0 cap, c'est notamment 2 fois plus que toutes les autres équipes réunies. Et l'explication est simple, le Japon voit ce tournoi comme une préparation aux Jeux Olympiques. Tokyo 2020, c'est déjà l'été prochain, et aux Jeux Olympiques, comme vous le savez, le foot est une discipline presque exclusivement réservée aux joueurs de moins de 23 ans. Alors du coup c'est un parti pris très intéressant, on parle souvent quand on parle de sélection nationale d'une compétition pour préparer une autre, donc 90% du temps c'est une analyse pas très pertinente, là ça l'est. Et on sera particulièrement attentif aux performances de leurs perles. Takefusa Kobo, du FC Tokyo, ex-Masia, il vient d'avoir 18 ans, beaucoup le revoient filer en Europe dès cet été, et Takehiro Tomiyasu, 20 ans, défenseur central, qui sort d'une saison pleine à Saint-Tron, en Belgique, un club qui compte d'ailleurs 5 joueurs japonais, et dont la valeur marchande a explosé. C'est à mes yeux les 2 prodiges majeurs, mais on pourrait en découvrir d'autres, et ce sera intéressant à suivre. Après les invités donc, on passe aux figurants, qui, comme leur nom l'indique, n'ont franchement aucune chance de victoire. Alors on ne veut pas insulter l'avenir bien sûr, ni la glorieuse incertitude du sport, mais il semble quand même extrêmement improbable que l'Équateur par exemple, qui n'a pas gagné le moindre match en 2019, et qui est l'une des 2 seules nations du continent à ne jamais avoir soulevé la Copa América, inverse la donne cette année, Ener Valencia, Antonio Valencia, les noms sont connus depuis longtemps, mais on ne voit pas qui prendra la relève. On peut aussi être assez circonspect concernant les chances de la Bolivie. La Verde s'est rarement couverte de gloire, un seul but en 3 participations à la Coupe du Monde, a remporté la Copa América en 63 en revanche, alors qu'elle se disputait sur son sol, ou plus précisément dans ses montagnes. Cet été, elle ne bénéficiera pas de son fameux avantage maison, et tentera seulement de faire mieux qu'en 2016. Une chose est sûre, c'est qu'elle ne pourra pas faire pire. Un mot pour le Pérou ensuite, qui reste sur une belle Coupe du Monde, avait notamment battu l'Australie en groupe et montré beaucoup d'envie contre le Danemark et la France, mais récemment c'est aussi 2 défaites, contre El Salvador, 2-0, appréciez les stats, et la Colombie, dimanche dernier, 3-0. De manière générale, on peut estimer qu'au-delà du Brésil, le groupe A manque de talent, ce qui pour moi ouvre la voie au Venezuela. Alors historiquement c'est sans doute la sélection la plus faible du continent, comme vous le voyez ça aussi généralement entre la 7ème et la 10ème place. Attention à la surprise. Fin mars, les Vénézuéliens ont balayé l'Argentine, à Madrid, 3-1, avant de boucler leur préparation en étrillant les États-Unis,
à Cincinnati 3-0. Ils sont aussi quart de finaliste de la dernière Copa, et pourront compter cet été sur le meilleur joueur de MLS 2018, Joseph Martinez, d'Atlanta, ainsi que le buteur de Newcastle, Salomon Rondon, qui sort d'une année honorable en Première Ligue. Bien sûr, je les vois pas aller au bout, mais pour moi et dans ce groupe, ils doivent viser l'écart, et en fonction du tirage, pourquoi pas les demi. Enfin, dernier figurant qui peut espérer faire un peu mieux que de la figuration, c'est le Paraguay, dont la liste regorge pas de talent mais qui est jamais simple à jouer. Alors ça fait un petit moment bien sûr que Chilavert a raccroché les gants, et les crampons aussi d'ailleurs, mais Oscar Cardozo par exemple sera encore de la partie. Il a 36 ans et est un symbole de la continuité que le sélectionneur argentin Eduardo Berizzo privilégie. Miguel Almiron, qui a signé à Newcastle en janvier dernier pour 24 millions d'euros, record du club, est une très belle trouvaille. Aucun but, aucune passe décisive, mais un impact réel et adoré par les supporters des Toons. On pense aussi au stopper de West Ham, Fabian Balbuena, qui a réussi une belle saison malgré sa blessure au genou. Un temps grand espoir de l'AS Roma, Juan Manuel Iturbe peine à confirmer, et il aura beaucoup à prouver. Enfin, l'absence d'Antonio Sanabria, que le Betis a prêté au Genoa à la mi-saison, est une petite surprise. On passe maintenant aux outsiders, dont la victoire serait une surprise mesurée. Le Chili est après tout le double tenant du titre. Victoire au tir au but contre l'Argentine en 2015, 0-0 après prolongation. Victoire au tir au but contre l'Argentine en 2016, 0-0 après prolongation. Le truc c'est que depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Et la sélection chilienne ressemble plus à une force majeure d'hier que d'aujourd'hui. La saison d'Arturo Vidal avec le Barça est plutôt positive, et il a des qualités certaines, mais il n'est plus l'homme à tout faire de la Juve, alors qu'Alexis Sanchez est sans doute l'un des plus grands flops de l'histoire de la Première Ligue. Et ses sorties à Manchester sont désastreuses. La Roja ne s'est d'ailleurs pas qualifiée pour la dernière Coupe du Monde. Il faut lancer un nouveau cycle. Du côté de la Colombie ensuite, c'est un peu plus positif, il y a une force mentale réelle, il y a quelques vrais joueurs de talent, mais il manque du liant, et on peine à retrouver une vraie identité de jeu. Fin mars, c'est tombé contre la Corée du Sud, 2-1, le groupe B est également très relevé, et il pourrait en décrocher la première place sans que ce soit une énorme surprise, c'est un peu l'énigme du tournoi. Enfin, l'Uruguay reste l'Uruguay. Leur dernier sacre en Copa América remonte à 2011, mais personne n'a plus de titres continentaux qu'eux, 15. Cet été, ils seront pas tout à fait favoris, et le cœur est vieillissant, mais il y a sans doute encore quelque chose à tirer d'un groupe qui associe au Briscard, Suarez, Cavani, Godin, Cáceres, la jeunesse de Torreira ou Bentancur. Alors en Russie, on se souvient que ça s'était terminé pour eux, en quart de finale, bien sûr, et personnellement j'avais été un poil déçu de leur performance dans le jeu. Pour accommoder son duo de feu, Tabarez mise sur un 4-4-2 losange, et Bentancur joue souvent pointe haute, je suis pas sûr que ce soit la position qui convienne le mieux à ses qualités. Très serein balle au pied, bonne qualité technique, mais pas exceptionnel dans la projection, un niveau d'énergie moyen, il est plus joueur de contrôle que de différence, et pourrait s'épanouir un cran plus bas dans un rôle de régulateur. Que manque-t-il finalement à l'Uruguay de Godin et Jiménez pour briller encore plus fort? Sûrement un très bon 10, et l'animation s'en ressent. Enfin, les favoris sont connus de tous. Certains diront que Messi joue son ballon d'or, qui, c'est vrai, serait son 6ème, lui permettrait de dépasser Ronaldo pour ceux que ce débat intéresse, mais pour moi il joue bien plus que ça, encore, car il a l'opportunité d'être, enfin, le héros de sa nation. En conduisant l'Argentine au succès international qui lui échappe depuis si longtemps, il faut remonter à 1993 pour trouver la trace d'un dernier sacre continental. Alors ça vaudrait sans doute pas tout à fait une Coupe du Monde, et les 2 finales de Copa América perdues en 2015 et 2016 le seront toujours, mais quelle rédemption extraordinaire ce serait que d'aller chercher ce trophée cet été, en terre brésilienne, un scénario sublime, et pourtant difficile à imaginer, selon Messi lui-même qui a affirmé qu'il n'était pas candidat. Il faut dire que l'effectif argentin est peu sûr de ses qualités. Derrière, la charnière Petzela, Otamendi, Intring. Le Citizen a perdu la confiance de Guardiola et est un remplaçant. Petzela, capitaine de la Fiorentina, offre un niveau de performance relativement stable, mais son max n'est pas très élevé et il manque de vitesse. Tagliafico sort d'une bonne saison à l'Ajax, et Renzo Saravia, champion avec le Racing, vient de rejoindre Porto, mais difficile d'estimer qu'il présente pour l'instant de réelles garanties. Un cran plus haut, l'animation est encore floue, les premiers pas de Paredes au PSG ne sont pas franchement encourageants, même si on le sait capable de beaucoup mieux. Lo Celso a convaincu au Betis, jamais vraiment en Argentine, et puis devant c'est l'embouteillage. Di Maria, Dybala, Lautaro Martinez, Mathias Suarez, Agüero, Messi, tous sont des joueurs capables, mais tout dépendra du dernier.
Pour finir, un mot sur le Brésil, pays hôte du tournoi avec toute la pression que ça suppose, qui n'a pas remporté la Copa depuis 2007 et qui a dû faire face au forfait récent de Neymar. Disons que les mauvaises nouvelles s'arrêtent là. Pas vraiment besoin de revenir in extenso sur un effectif blindé de talent à tous les postes. Ederson a historiquement la préférence de Tite et Alisson n'est pas un mauvais deuxième choix. Marcelo est une omission surprise, mais Alexandro ou Felipe Luis pourront prendre sa place. Au milieu, j'ai mis Arthur, mais il souffre du genou et est incertain, donc à voir. Devant, en revanche, c'est peut-être un peu moins convaincant. Richarlison ou David Neres, ça demande confirmation, et Jesus me semble moins bon que Firmino. En tout cas, ça les a pas empêchés de conclure leur préparation en atomisant le Honduras 7-0. Et voilà, une fois qu'on a dit tout ça, on n'est pas nécessairement beaucoup plus avancé sur la question d'origine, mais au moins vous avez maintenant tous les éléments nécessaires pour peut-être apprécier encore davantage la compétition. Alors si je devais miser, je parierais sans doute sur la victoire finale du Brésil à 2-20. Il faut savoir qu'historiquement les sélections hautes ont toujours un avantage assez incroyable en Copa América, et pour le Brésil c'est clairement le cas. Ils ont été 4 fois hôtes de la compétition et ils l'ont gagné 4 fois. Pour moi, ils restent aussi sur une très belle Coupe du Monde, une belle dynamique par rapport à cette Coupe du Monde, parce qu'ils en étaient sans doute la meilleure équipe. Alors ils ont été très mal payés au final, mais sur le terrain, c'était sans doute la sélection la plus forte, c'était sans doute la sélection que la France a eu beaucoup de chance d'éviter, et puis par rapport à la Copa América, ils ont aussi sûrement le groupe le plus facile, et je les vois terminer donc facilement premier. Et puis pour conclure, et pour terminer par mon deuxième pari, qui est lui coté à 4, c'est Messi meilleur buteur. Alors voilà, je sais pas à quel point c'est révolutionnaire de dire qu'il sera sans aucun doute l'alpha et l'oméga de l'Argentine, que tout passera par lui, et je sais pas non plus à quel point il y a besoin de justification ici, mais disons qu'on attend une grande performance de Messi en sélection depuis très longtemps. Son moment est peut-être arrivé. Voilà, en tout cas les amis, c'est donc la fin de cette preview Copa América 2019, et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, si vous voulez pas rater la prochaine analyse qui sortira dimanche, un sujet assez particulier qui je pense va beaucoup vous plaire, qui rappellera un peu les analyses classiques de l'époque. Eh bien vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne. Je ferai aussi une vidéo présentation exactement comme celle-ci pour couvrir le lancement de la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre vendredi prochain, un autre rendez-vous à garder en tête. Vous l'aurez donc compris, on se retrouve très vite pour la suite. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une très bonne après-midi, un excellent week-end. Prenez soin de vous surtout. Bisous.